Hop. Bon, je pense que ça fonctionne. Bon, ça me met live sur Facebook en tout cas. Super. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. On fait un petit streaming de Zoom. Donc, voilà pourquoi on va se donner un petit 30 secondes pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous en live. Oui, j'ai un invité spécial aujourd'hui pour la conversation awesome de la semaine. Donc, Julien qui est avec nous en direct de la Suisse. Merci Julien de te rejoindre à nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Parfait. Je vais faire une petite vérification de mon côté sur ma page, voir si c'est beau. Ça semble bien fonctionner. Oui, génial. Super. Donc, on est live officiellement sur Facebook. Donc, bienvenue à tout le monde dans la conversation awesome de la semaine. Comme à chaque jeudi, je suis là en live pour vous jaser de toutes sortes de sujets en lien avec votre santé, pour vous aider à prendre soin de vos habitudes de vie de la bonne façon. Puis, si vous m'écoutez ou nous écoutez en replay, bien, comme d'habitude, laissez un petit bonjour en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conversation aussi. Je reviens toujours voir les questions, les commentaires et vous répondre. Puis, si jamais c'est des questions, des commentaires pour Julien, mais je vais lui passer aussi là, sans problème. Donc, gênez-vous pas. Je vois déjà des gens sur Facebook qui joignent à nous. Laissez-moi un petit bonjour parce qu'on ne voit pas toujours les noms de ceux qui se joignent à nous. Donc, soyez pas gênés. Alors, aujourd'hui, c'est relax pour moi parce que je vais passer le micro et je donne la vedette, la conversation à Julien. Donc, Julien, je te présente très rapidement. Dans le fond, moi et Julien, on s'est connus déjà il y a quelques années sur LinkedIn en premier. Julien venait à Montréal pendant l'été, il y a quelques années. Puis, on s'est rencontrés en personne pendant qu'il était à Montréal avec sa copine. Puis, Julien, qui est psychologue, coach, il pourra vous parler un peu plus de lui aussi. Mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'affinités, qu'on avait des missions de vie un peu semblables d'aider les gens à se sentir bien. Chacun dans nos domaines précis, mais nos domaines qui se rejoignent évidemment beaucoup, là, évidemment avec tout ce qui a rapport à la santé. Donc, depuis ce temps-là, on a fait plusieurs choses ensemble. Julien m'a aidé avec ma psychologie. Moi, je l'ai aidé avec sa nutrition. On a fait des webinaires ensemble aussi pour justement les habitudes de vie. On a déjà parlé de nutrition, déjà parlé de stress, d'anxiété, de toutes sortes de sujets. Je suis super contente de l'avoir aujourd'hui et de vous le présenter là, plutôt at large sur ma page Facebook Karmakin. Et le sujet de la conversation, ça va être comment utiliser et comprendre ses émotions pour qu'on puisse vivre en harmonie. Je trouvais que le sujet était super pertinent, surtout en ce moment, parce qu'avec le 2020 qu'on a eu, qu'on a encore, l'année n'est pas terminée, avec le stress, les incertitudes, les distractions, l'anxiété, puis tout ce qui se passe dans le monde, c'est toujours intense, les émotions dans la vie, mais on dirait qu'en 2020, c'est encore plus intense avec la fameuse pandémie et tout ce que ça occasionne. Donc, Julien va pouvoir nous parler puis nous aider à travers ça. Parce qu'effectivement, vivre en harmonie, puis gérer, puis comprendre nos émotions, bien, ça fait partie de la santé globale. Donc, j'arrête de parler. Julien, je te laisse la parole. Merci d'être là. Fait que, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Cool, ben merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Montréal, bonjour les autres, parce que je sais que tu as une audience maintenant internationale. Donc, merci à ceux qui sont là. Comme le dit Claudia, donc moi je suis psychologue, je fais essentiellement du coaching et de l'hypnose. Et puis, du coup, évidemment, plusieurs fois par jour, je vois des personnes qui rentrent dans mon cabinet et qui me disent « je ne sais pas gérer mes émotions ». Et alors, si on doit retenir une seule chose de cette conversation, je vais le dire tout de suite, c'est vous n'avez pas besoin de gérer vos émotions. Et ça, c'est une croyance qui est très, très répandue. Et le but de cette discussion, c'est d'arriver à vous faire comprendre que les émotions, ça ne se gère pas, ça s'écoute et ça s'utilise. Parce que c'est un peu notre radar interne. Donc, l'idée vraiment aujourd'hui, c'est que vous expliquez, vous présentez les émotions de base, leur rôle, leur fonctionnement, quelle est l'importance des émotions dans notre vie. Ensuite, on verra quels sont les effets d'accumulation. Donc, c'est là où ça devient désagréable, c'est quand les émotions s'accumulent. Puis, on terminera en regardant comment on peut utiliser de manière positive nos émotions et voilà, avec des activités et
tips un peu pratiques qui permettent de travailler et de les évacuer. Donc, moi, je ne vois pas les questions, mais Claudia m'interrompra s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser vos questions après coup également. J'y répondrai avec plaisir. Donc, alors il y a plein de théories sur combien il y a d'émotions, etc. Donc, moi, je prends une théorie où il y en a 6, les 6 émotions de base qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Il y a, alors sûrement que des personnes qui regardent cette conférence, il y a peut-être des personnes d'entre vous qui souffrent d'anxiété. L'anxiété, on va l'associer à la peur. C'est quelque chose qui est très semblable à la peur, mais qui n'est pas placé au même moment au niveau temporel. C'est-à-dire que la peur, on a une menace en face de nous. Alors au Canada, ça peut être un ours. En Suisse, on en a, mais un peu moins. Donc voilà, vous vous baladez dans un parc, vous tombez face à un ours. Ben là, vous allez avoir de la peur parce que l'ours est devant vous et puis vous avez 3 choix. Soit vous vous figez en espérant qu'il ne vous voie pas, soit vous courez, vous fuyez ou vous le combattez. Donc ça, quand j'étais au Canada, on m'a expliqué alors avec telle sorte d'ours, il faut se figer et faire le mort, puis avec l'autre, il faut se battre. Alors voilà, je me suis toujours dit, bon, il faut déjà avoir la présence d'esprit de reconnaître quel est l'ours, parce que si on se trompe, voilà. Je n'ai pas rencontré d'ours, donc je n'ai pas dû me confronter à ça. Tandis que si, avant de partir en balade, vous anticipez le fait que vous pourriez en croiser un, et puis vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire, et puis quel type d'ours ce sera, et puis je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Et bien là, on n'est plus face à de la peur, on est face à de l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est une réaction de peur face à une menace qui est anticipée. Donc ça, c'est si vous avez peur de quelque chose dans le futur, c'est de l'anxiété. Si la menace est devant vous, eh bien, c'est de la peur. Et moi, je vous propose qu'on se concentre aujourd'hui sur 4 émotions principalement. Il y aura la joie, parce qu'on parle souvent des émotions désagréables et rarement de celles qui sont agréables. Je dis bien agréable et désagréable, pas positive et négative, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, elles sont toutes utiles. Donc ça, c'est aussi une erreur de langage qu'on utilise beaucoup. Donc, on va se concentrer sur la joie, la peur, la tristesse et la colère. Donc, à quoi ça sert? C'est quoi le rôle et le fonctionnement des émotions? Une émotion, c'est quelque chose de très utile parce qu'on a tous des besoins vitaux, des besoins émotionnels, etc. Quand un besoin qui nous est important n'est pas satisfait, notre corps, notre cerveau, il va nous envoyer un signal, une notification un peu si on veut. C'est comme si votre téléphone est déchargé, vous recevez une notification qui dit attention, si tu ne le branches pas, il va s'éteindre. Nos émotions, c'est pareil. Ça nous envoie un rappel qu'on a un besoin qui est insatisfait. Et puis, alors, le premier job qu'on doit faire, c'est déjà de capter quelle notification, quel signal nous est envoyé. Et puis après, ça nous pousse à une action qui va avoir comme but de satisfaire le besoin de base. C'est pour ça que dans émotion, il y a motion, c'est qu'une émotion, elle va toujours nous pousser à faire une action, à faire un mouvement. Donc, il y a un besoin insatisfait, on reçoit une émotion, on l'interprète et on va faire l'action vers laquelle elle nous pousse. Alors, pour rendre ça un peu plus concret, je vais vous donner des exemples typiques en fonction des émotions, de quels besoins ça nous informe. Alors, ça peut changer parfois, mais il y a des besoins qui sont assez typiques et qu'on peut relier facilement à des émotions. Par exemple, la colère. Si on prend la colère, de quel besoin insatisfait ça nous informe? Eh bien, ça nous informe d'un besoin de mettre des limites. C'est quand quelqu'un viole nos limites, nos droits, nos besoins ne nous respectent pas. Exemple, vous vous attendez pour votre Tim Hortons et vous vous faites dépasser dans la file. Et bien là, vous allez sûrement avoir de la colère qui monte parce que vous, ça fait un moment que vous attendez et puis quelqu'un ne vous respecte pas vos limites, ne respecte pas vos besoins. Donc,
ça nous envoie cette colère et puis ça nous pousse à quoi? Pas à casser la gueule de la personne en face, mais à poser des limites et à s'affirmer. Donc après, on va trouver le moyen. Alors oui, on peut lui casser la gueule, mais ça va pas être le meilleur moyen. On pourrait par contre s'affirmer et puis lui faire une remarque, lui demander de se retourner derrière. Peut-être que la personne ne vous a pas vu. Enfin, voilà. Mais ça pousse à l'action, poser des limites. Si vous ne dites rien, il y a de bonnes chances pour que vous soyez tendu et puis vous allez rentrer dans votre voiture et vous dire ah mais quel con et puis pourquoi j'aurais dû lui dire ça et puis c'est toujours après coup qu'on a toujours des très bonnes idées de répartie. Si vous posez vos limites et que la personne les respecte, il y a de bonnes chances pour que la colère elle redescende assez rapidement. Ça c'est un exemple typique. Donc, dès que vous ressentez de la colère, demandez-vous, OK, quelles sont les limites que je dois mettre? Quelles sont les limites qui n'ont pas été respectées? Que ce soit dans le couple, au travail ou ailleurs. La tristesse maintenant. La tristesse, le besoin souvent qui n'est pas respecté, c'est un besoin en fait d'être entouré. Où ça nous indique que quelque chose nous manque. C'est souvent une personne, ça peut être une activité, mais ça nous indique un manque. Et puis, l'action, ça nous pousse à apprendre, c'est souvent à demander de l'aide et du soutien, la plupart du temps. Donc, à nouveau, si on prend cette action qu'on appelle un proche, qu'on va s'entourer, qu'on demande du soutien, très souvent, la tristesse, elle va diminuer. Si au contraire, on n'écoute pas l'émotion, ou bien on l'écoute, mais il y a un filtre. Ce filtre, ça peut être notre ego, par exemple. Ou ça peut être nos croyances, qu'on doit tout gérer tout seul, qu'on ne doit jamais être triste, qu'un homme, ça ne pleure pas, etc. Là, ça met un filtre et puis on va se dire, ah, j'aurais besoin de demander de l'aide, du soutien, mais à cause de ça, je ne vais pas le faire. Et du coup, on va rester dans notre coin, on va s'isoler. Et là, ça peut faire que la tristesse reste. Parce que l'émotion, elle est là, elle vous indique un besoin. Tant que ce besoin n'est pas satisfait, elle va rester. Et ça, on le verra après, les effets d'accumulation. Donc, tristesse, c'est un besoin d'être entouré, très souvent. La peur. Alors, on a parlé de l'ours avant. La peur, c'est assez simple. Le besoin, c'est sécurité. Si vous croisez un ours, si vous croisez un type à 5 heures du matin avec un couteau qui s'approche vers vous, voilà, besoin de sécurité qui est mis à mal. Donc, vous allez ressentir de la peur. Puis là, il y a trois réactions souvent, c'est la fuite, le combat ou vous figez. Si vous fuyez et que vous êtes hors de danger, la peur, elle va redescendre. Si au contraire, vous restez là, la peur, elle va augmenter de plus en plus. Et puis, alors il y a l'anxiété. Ça, on l'a lié à la peur. On disait que c'était la peur d'une menace qui est anticipée. Alors l'anxiété, ça peut être un peu tricky parce qu'on anticipe le danger. L'utilité de l'anxiété, c'est que ça nous rappelle, attention, si tu ne fais rien, ça nous met un petit rappel d'un danger qui pourrait arriver. Donc ça peut être, par exemple, pour des examens, ça peut être utile. Parce que si on ressent un peu d'anxiété, on va se dire, OK, il faut que je me prépare pour ces examens. Si on ressent un peu d'anxiété avant d'aller faire un date, par exemple, avec quelqu'un qu'on apprécie, heureusement qu'on a un peu cette anxiété parce que on va vérifier qu'on est bien habillé, qu'on n'a pas de tâches, voilà, que les choses vont bien. Si on ressentait aucun stress, aucune anxiété, on arriverait mal préparé. Donc ça, c'est le côté adaptatif de l'anxiété. C'est adaptatif que si on se concentre sur OK, ça c'est la menace dans le futur, mais qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, dans le présent pour me préparer au mieux? Là, c'est adaptatif. Par contre, ça devient inadaptatif dès le moment où on cherche à contrôler cette menace future. Parce que c'est dans le futur et donc par définition hors de notre contrôle. Et c'est ça qui va nous faire ruminer, c'est cette volonté de contrôler quelque chose d'incontrôlable. Ça, notre cerveau, il n'aime pas du tout. Puis du coup, on va continuellement chercher des scénarios. Et c'est ça qui fait que l'anxiété peut être très vicieuse parce que comme c'est une menace anticipée, on laisse ça dans les mains de notre imagination
Et puis l'imagination, elle peut aller très loin. Donc, quand vous ressentez de l'anxiété, demandez-vous, OK, ça cherche à m'informer de quel danger dans le futur, puis qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ben là, il n'y a plus qu'à accepter ce danger. Et dernière émotion, la joie. Alors la joie, ça ne nous informe pas d'un besoin qui est insatisfait, c'est le contraire. Quand on ressent de la joie, ça nous indique, OK, là, tu as fait quelque chose qui est bon pour toi. Ce besoin de te sentir connecté à l'autre, de te sentir partie d'un groupe, de n'importe quoi, ça vous dit, OK, ce besoin, il est satisfait, refais ça plus souvent. Donc, toutes les émotions désagréables, ça annonce un besoin insatisfait, et les émotions agréables, un besoin satisfait. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Non? On est bon. Alors, au final, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des émotions dans notre vie? Parce que ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent en thérapie puis qui me disent: «Ah mais moi j'aimerais bien ne plus rien ressentir, je serais mieux si j'avais aucune émotion». Et puis, ben, c'est une grande erreur. Parce que, alors, une première fonction des émotions, alors, au-delà de ce que je viens de vous expliquer, ben, rien que pour la survie. Si on pourrait se dire: «Ah mais si je ressentais plus de peur, ah ben, ce serait magnifique, j'oserais tout faire» et cetera. Mais pas du tout, ce serait pas du tout magnifique parce que, il y a eu des exemples typiquement de personnes, je ne sais plus si c'était à cause de à cause d'un choc cérébral ou à cause de médicaments, je crois, qui ne ressentaient plus la peur. Le centre de la peur dans votre cerveau avait été touché, elles ne ressentaient plus ça, et en fait, c'était très problématique parce que, c'est des personnes qui prennent énormément de risques du coup. Parce que si la peur, ça vous sert quand même à assurer votre sécurité. Si vous n'aviez pas eu peur durant votre vie, probablement que vous ne pourriez pas assister à ce live. Donc ça nous sert à la survie. Si, vous avez plus de peur, ben, vous allez traverser l'autoroute, à pied, vous allez justement aller, faire une blague à un groupe de 5 types, avec des battes de baseball en sortie de boîte, parce que vous trouvez ça drôle. Vous allez, marcher au bord d'un précipice. Voilà, donc votre espérance de vie va être écourtée. Puis on pourrait élargir à la survie émotionnelle, hein. Pareil, si on n'a plus d'émotions, ce serait très difficile d'entretenir une relation amoureuse, une relation amicale. S'il n'y a plus d'émotions, voilà, les gens n'ont pas envie de parler à un robot. Donc il y a un premier aspect, c'est la survie. Deuxième aspect, c'est la communication. Donc, ben, le fait de ressentir des émotions et qu'elles se voient sur notre visage, eh bien, ça permet d'adapter la communication. Vous n'allez pas vous adresser la même chose de la même manière. Si vous voyez que la personne en face est triste, ben, vous allez être beaucoup plus doux. Vous allez prendre des pincettes, vous allez vous dire: «OK, mais comment ça va? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et cetera. Est-ce que je peux t'aider?» Si en face, la personne a l'air en colère, eh bien, vous n'allez pas vous l'approcher de la même manière. Vous n'allez pas faire les mêmes blagues, et cetera. Donc, sans émotion, la communication serait très difficile. Et troisième chose, ben, c'est sans émotion, la vie serait, comme un film en noir et blanc. C'est quand même tout ce qu'on fait, c'est pour ressentir des émotions. À quoi bon être en couple si on ressent pas de joie, d'extase quand on est avec l'autre? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait une contrainte en plus, hein? À ce moment-là, on resterait seul, puis on est libre de tout. Mais non, c'est que ça nous procure des émotions. Dans le travail, pareil. Donc la plupart du temps, nos choix de vie vont être faits pour vivre un certain type d'émotion ou pour éviter d'autres. Donc si on met autant d'importance à la sécurité financière, matérielle, et cetera, ben, c'est parce on anticipe l'inconfort que ça pourrait être de vivre, de pas avoir assez à manger, de vivre dehors, et cetera. Donc nos choix sont pas mal guidés par nos émotions. Maintenant, le fonctionnement normal d'une émotion, c'est avoir un pic, nous informer du besoin, on prend une action et dès que l'action est prise, ça retombe. Donc, c'est vraiment censé faire comme ça, un peu comme un électrocardiogramme. Le problème, les émotions deviennent problématiques quand elles s'accumulent. Donc, si vous voulez une image, c'est un peu comme un petit enfant. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent, qui ont eux-mêmes des enfants ou qui en gardent de temps à autre. Alors,
un enfant, comment ça fonctionne? S'il a besoin de votre attention, il va commencer à le dire, il va s'exprimer, il va faire du bruit, etc. Si immédiatement vous lui accordez votre attention et vous écoutez ce dont il a besoin, puis vous faites tout pour satisfaire son besoin, il va se calmer tout de suite. Si au contraire, vous lui dites non, pas maintenant, non, je change de pièce, plus tard, etc., eh ben, malheureusement, ça fonctionne assez rarement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier de plus en plus fort jusqu'à faire une crise complète. Puis quand il fait une crise au milieu du magasin, eh ben, il y a tout le monde qui vous regarde et vous n'avez pas d'autre choix que de vous occuper de lui. Donc, les émotions, c'est un peu comme des enfants. Quand elles ont besoin d'attirer votre attention, eh ben, il faut que vous leur donniez cette attention et que vous écoutiez. Si vous les mettez de côté, vous les tassez, etc., eh ben, elles vont s'intensifier, elles vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Et c'est ça qui va mener à tout ce qui est crise d'angoisse, crise de colère, crise de larmes, etc. Donc, le seul moyen de faire, c'est écouter le message, le besoin satisfait et agir pour le satisfaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, maintenant, si on passe à des choses plus pratiques de comment faire, qu'est-ce qui va influencer l'utilisation de nos émotions? Premièrement, c'est d'accepter de vivre toutes les émotions. Parce que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas de vivre de la tristesse, de la colère, de la peur. C'est ce qui est source de souffrance, c'est le fait de nous dire qu'on ne devrait pas vivre ces émotions et de refuser d'être triste, refuser d'être en colère, refuser d'avoir peur. Et puis c'est chaque fois que ça vient, on se dit non, il ne faut pas que je vive ça, il faut que je vive autre chose, etc. C'est ça qui crée de la souffrance. Donc si vous acceptez qu'il y ait des émotions, que c'est votre radar au quotidien, et puis que ça vous donne beaucoup d'informations, eh bien, ça va déjà beaucoup vous aider dans l'utilisation de ces émotions. Maintenant, une autre chose qui va influencer comment vous allez vivre vos émotions, c'est où se trouve votre attention. Donc, bon, je fais un petit spoiler. Si vous voulez vivre de la meilleure des manières, il faut que votre attention soit le plus possible sur le moment présent et ce sur quoi vous avez du contrôle. Voilà. Si vous avez compris ça et que vous l'appliquez, vous balayez déjà tous les troubles anxieux et beaucoup d'autres troubles également. Donc, votre attention, il faut qu'elle se porte sur. Il y a une émotion, ok. Quelle émotion c'est? C'est de la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété. Ensuite, l'attention, elle se porte sur quel est le besoin qui est insatisfait. Et puis ensuite, il faut se demander au niveau temporel. Donc, à quelle période est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est lié au passé, au présent ou au futur? Donc, par exemple, la menace, est-ce qu'elle était au passé? Ok, et puis maintenant, je suis safe. Mais alors, les traumas, notre attention est sur les menaces passées. Si elle est au présent, ok, la menace est devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour la combattre? Et si elle est dans le futur, là, ça va être plutôt l'anxiété qui va venir. Donc, savoir où est-ce qu'elle se trouve, parce que ça va changer notre façon de réagir. Et demandez-vous toujours, ok, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce besoin? Donc ça, c'est très important, c'est de vous concentrer toujours sur comment satisfaire le besoin et pas vous concentrer sur l'objet de l'émotion. Donc, je précise, parce que c'est peut-être pas clair. Par exemple, quand on est triste, parce qu'on a eu une rupture amoureuse. La pire des choses, c'est d'essayer absolument de contrôler les émotions de l'autre et les sentiments de l'autre, parce que ça ne nous appartient pas. Donc, on peut se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour revenir avec? Donc, ça peut être, quel est les besoins de ma partenaire ou de mon ex? Et si je satisfais ses besoins, si je les respecte, là, il y a peut-être des chances que j'y arrive. Mais là, vous allez sentir de la tristesse qui vous informe sur un besoin d'amour, un besoin d'être entouré, d'être soutenu, un besoin d'affection. Il faut que vous vous concentriez sur ce besoin-là et pas sur cette tristesse me dit que je dois retourner avec Caroline. C'est non. Cette tristesse m'indique que j'ai besoin d'amour, d'affection, d'être entouré.
Parce que si vous vous concentrez sur Caroline, eh ben, vous n'avez plus le contrôle. Le contrôle, il est dans les mains de Caroline. Si vous vous concentrez sur le besoin, ben, ce soutien, cette affection, cet amour, vous pouvez le trouver ailleurs. Ça peut être avec une autre partenaire, ça peut être avec des gens, des amis, des gens de votre famille. Voilà, il y a plein de moyens d'avoir de l'affection et d'être soutenu. Pareil, cette tristesse, ça vous annonce peut-être la perte d'un emploi. Alors, il faut vous concentrer sur le besoin d'avoir une activité valorisante, d'avoir un rythme, de voir des collègues, etc. Et pas sur cette tristesse m'indique qu'il faut que je retourne travailler chez Jean Coutu. Alors, ça, c'est une autre chose qui est très importante. Quoi d'autre? Ce qui va changer aussi votre vécu des émotions, c'est l'interprétation que vous en faites. Donc, on peut, dans tout événement de vie, toute émotion, on peut lui donner une interprétation positive ou négative. Donc, par exemple, je suis triste parce que Caroline m'a quitté. Alors, on peut se dire, ah ben, voilà, je suis triste et puis je vais le rester toute ma vie. Et puis, de toute façon, je ne trouverai plus jamais personne. C'était la seule femme, etc. Et puis là, ça risque bien d'aggraver la tristesse. Parce que plus vous dites ça, moins vous allez chercher d'amour et d'affection ailleurs. Vous allez vous renfermer. Si au contraire, vous dites, OK, je suis très triste, mais cette tristesse, ça m'indique que j'ai réussi à avoir une relation qui comptait, une relation de qualité, que j'ai réussi à vraiment me connecter avec l'autre personne, et là, ça va vous dire, OK, en fait, j'arrive à avoir une relation avec quelqu'un. Même si celle-ci est terminée, peut-être j'arrive à refaire ça avec une autre. Et du coup, là, vous n'allez pas être renfermé sur vous, vous allez vous dire, OK, je vais être ouvert à autre chose. Donc, ça, c'était l'avant-dernière chose. La dernière sur laquelle qui va avoir une influence sur le vécu émotionnel, c'est quelles actions vous prenez. Donc, on a vu accepter les émotions, où se trouve votre focus, votre attention, quelle interprétation vous donnez, et ensuite, ça va être les actions que vous prenez. Parce qu'on l'a vu, ça vous indique un besoin, et ensuite, il faut prendre une action pour satisfaire ce besoin. Si vous prenez effectivement des actions qui vont dans ce sens-là, il y a de bonnes chances pour que vous évacuiez l'émotion. Et pour vivre des émotions positives, il faut prendre des actions qui sont en lien avec vos objectifs et non pas avec l'évitement de l'inconfort. Donc, je m'explique, si votre objectif, c'est quand vous rencontrez, premier rendez-vous avec Caroline, votre objectif, c'est de la séduire, vous allez peut-être ressentir de l'anxiété. Normal. L'action qu'il va falloir prendre, si vous voulez atteindre l'objectif de séduire Caroline, c'est de dire, OK, je ressens cette anxiété, ça veut dire que c'est une fille qui compte pour moi et je vais la voir. Si au contraire, vous prenez vos choix en fonction de l'évitement de l'inconfort, vous allez vous dire, dès que j'ai rendez-vous avec une fille, je ressens de l'anxiété, je n'ai pas envie de ressentir cette anxiété, donc je ne vais plus voir aucune fille. Mais du coup, là, vous risquez de finir votre vie tout seul. Donc, vos actions effectives vont avoir un gros impact. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas seulement comprendre qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous rend heureux, comme ça, c'est de le mettre en pratique. Parce que ça, je le vois tous les jours, des gens qui viennent dans mon cabinet me dire « Ah non, mais je sais très bien ce qu'il faut que je fasse pour être heureux, mais je ne le fais pas. » Alors voilà, ça ne marche pas de juste le savoir. Et c'est pour ça que Claudia vous bassine avec les habitudes et avec les petites actions au quotidien. C'est la même chose avec la nourriture. Il ne suffit pas de savoir exactement quel menu avoir pour être en bonne santé ou de regarder des gens faire du sport pour avoir un corps musclé et en bonne santé. Il faut, soi-même faire du sport. Donc, je vous propose de terminer avec quelques activités, quelques actions typiquement que vous pouvez prendre pour travailler et vous permettre d'évacuer ces émotions. J'avais une question, Julien, je ne sais pas si tu veux que je te la pose tout de suite ou si on attend la fin. Ça avait rapport avec… Alors, on peut y aller, ouais. OK. Donc, c'est Manon qui nous demande je garde à l'intérieur certaines remarques car je veux essayer de me mettre à la place de l'autre avant de réagir, mais souvent, il est trop tard pour y revenir. La peur de déplaire probablement.
Fait que la demande, est-ce qu'on le fait ici et maintenant? Puis est-ce que tout est dans la façon de le dire et de le faire? C'est face à quelles émotions? Est-ce qu'elle l'a précisé? C'est de la colère plutôt? Ben, c'est ça, ça doit être quand quelqu'un a fait quelque chose qui a amené des émotions, peut-être c'est ça, de colère ou de frustration ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle aimerait dire, puis acknowledge le fait que, bon, ça y a créé cette émotion-là. Mais souvent, c'est ça, elle dit qu'elle ne le fait pas, probablement parce qu'elle a peur de déplaire à la personne. Mais là, une fois qu'elle a attendu un petit peu, ben, il est souvent trop tard. Fait qu'est-ce que c'est de le faire là maintenant? Puis surtout de faire attention à comment on l'approche, comment on le dit. Ouais. Alors, absolument. Manon, tu peux préciser. Il y a un délai dans les commentaires, là, fait que tu peux préciser si tu veux, mais je pense que c'est ce que j'ai compris de son petit paragraphe. Ouais. Alors, écoute, alors dans l'idéal, c'est clair qu'il faudrait réussir sur le moment. Plus on arrive à s'exprimer sur le moment, je pense que ça a un lien avec s'affirmer, typiquement, c'est souvent ça. Quand on ne respecte pas nos besoins, on a des fois de la peine à s'affirmer. Donc ça, c'est vrai que ça vaut la peine de s'entraîner au quotidien à poser des limites avec ses amis, dans son couple, au travail, s'entraîner à dire, à faire respecter nos besoins. Plus on le fait dans des petites interactions du quotidien, plus ça va devenir naturel de sur le moment dire écoute, non, avec ça, je ne suis pas d'accord, ou bien là, pour moi, ça, c'est vraiment important, je te demande de respecter, etc. Donc, c'est clair que dans l'idéal, ça serait de répondre sur le moment. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Manon qui dit que après, c'est trop tard. La communication, c'est jamais trop tard pour recommuniquer. Donc, moi, c'est quelque chose que je recommande toujours, c'est s'il y a quelque chose qui vous a déplu, revenez dessus. Et très souvent, typiquement, quand on ressent de la colère, c'est pas facile d'arriver à s'affirmer, à parler de manière correcte sur le moment. Donc, typiquement, la colère, moi, je propose un truc tout bête, hein, c'est la pause pipi. Vous prétextez une pause pipi. Dès que vous sentez que la colère monte, vous êtes face à quelqu'un, dire excuse-moi, je dois juste sortir ou bien j'ai un appel. Vous prenez 2 minutes, juste prendre la distance. Puis après, vous pouvez revenir et dire ok, on discute. Ça évite de justement juste se faire emporter par cette colère qui monte. Et puis, ouais, vraiment de ne pas hésiter à revenir sur le sujet, redire écoute, il s'est passé ça avant, je n'étais pas capable de t'en parler sur le moment, mais ça m'a déplu, ou j'aimerais. Et puis après, faire une demande. Toujours indiquer à la personne comment elle aurait pu faire, comment vous auriez voulu. Parce que souvent, on exprime simplement ce qui nous a dérangé, mais on ne donne pas une indication de comment la personne aurait pu mieux faire. Puis la personne, peut-être qu'elle a juste fait de son mieux. Donc, c'est toujours utile de donner une piste d'amélioration. Genre, la prochaine fois que tu as envie de me dire quelque chose, je préférerais que tu me prennes à part plutôt que ça soit devant tous les collègues, par exemple. Alors, j'espère que je réponds. S'il y a un commentaire qui revient. Oui, elle a marqué que c'était en plein ça, puis exact, c'est ce que j'avais déduit de sa question, donc Okay. ça a bien répondu. Cool. Alors, je reviens sur les activités qui permettent de travailler et d'évacuer les émotions. Premièrement, l'activité physique. Donc, c'est ça. Claudia, là, tu es en plein dedans. C'est pas pour rien que y a plein de gens qui viennent te voir pour la nutrition, pour le sport, mais probablement que ça leur fait aussi beaucoup de bien au niveau émotionnel. Parce qu'on l'a vu dans émotion, il y a motion. Donc, le mouvement, ça permet d'évacuer. Typiquement, l'anxiété, la peur, on va avoir tendance à se tenir plus recroquevillé. Donc, si on s'ouvre, si on bouge, ça va aussi évacuer. Parce que les émotions, elles se vivent dans le corps. D'ailleurs, on dit j'ai la gorge serrée, j'ai la peur au ventre, etc. À couper le souffle. Dans toutes les expressions, ça se retrouve. Donc, ça permet de libérer les émotions. Puis aussi, le mouvement, le sport, ça donne aussi un sentiment de pouvoir et de contrôle. Parce que tout d'un coup, on n'est plus focalisé dans notre tête, par exemple, à interpréter, à être dans l'anxiété. On va être dans l'ici et le maintenant. Parce que si je cours, je ne suis pas dans l'ici et le maintenant, je risque de me péter une cheville, par exemple. Alors après, si on fait un autre sport, un sport d'équipe, par exemple de balle, pareil, on est obligé d'être les yeux sur la balle, sinon on va la recevoir dans la figure. Donc l'activité physique, hyper bien au niveau émotionnel. Pour l'aspect plus, pour arriver à détecter puis à comprendre ses émotions, il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui aiment bien faire de l'écriture, du journaling. On parle beaucoup, les anglophones parlent beaucoup de ça. Donc, écrire ce qui se passe dans votre tête, vos pensées, etc., ça permet d'identifier les émotions et d'avoir un regard, de prendre du recul par rapport à ça.
Ça vous permettra de savoir, OK, quelle émotion c'est, quel besoin, qu'est-ce que je peux faire. Une autre façon de le faire, c'est à travers la méditation, par exemple. C'est en vous posant, puis dire, OK, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que ça se trouve. Ça va vous indiquer aussi quel type d'émotion c'est, et puis ça peut vous aider. Donc, l'écriture, la méditation, l'activité physique, une autre chose qui fait du bien, et ça, on l'a tous expérimenté. Et puis sans ça, j'aurais pas de job. C'est que les émotions, ça fait du bien de les exprimer. Très souvent, et c'est pour ça que des fois les gens disent ah mais finalement moi je suis le psychologue de mes amis, parce qu'en effet rien qu'en écoutant quelqu'un nous parler de ses émotions, ça va lui faire du bien. Alors après, c'est là où le job d'un psy, d'un coach, c'est pas seulement d'écouter. Si votre psy ne fait que de vous écouter, changez de psy. Parce qu'il doit avoir aussi, il doit vous guider, il doit vous challenger, il doit vous offrir des outils, etc. Donc, un psy, c'est autre chose que juste de l'écoute active. Donc, exprimez vos émotions. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont de la peine à les exprimer finissent par en souffrir, parce qu'il y a de l'accumulation. Pour créer des émotions positives, on l'a vu, c'est avoir des objectifs et puis les poursuivre dans différents domaines de votre vie. Ça peut être dans votre couple, dans votre vie professionnelle, vos loisirs, etc. Si vous avez des objectifs et puis que vous faites chaque jour un petit pas pour vous en rapprocher, il y a de bonnes chances que vous viviez de la gratitude, de la joie, de l'excitation, de l'extase, etc. Et on l'a vu aussi, c'est de prendre des actions en lien avec ces objectifs et pas avec l'évitement. Donc, moi, j'en ai fini avec cette présentation. Il y a peut-être une ressource que je peux vous donner pour vous aider à comprendre les émotions. Et pour les adultes, même pour les adultes, c'est super, mais pour les personnes qui ont des enfants, je vous le conseille vraiment. C'est le film d'animation Vice Versa. En anglais, c'est Inside Out. Je ne sais pas en québécois comment vous l'avez traduit. C'est souvent différent des titres français. Mais en tout cas, Inside Out en anglais. Où les personnages, ils incarnent les émotions. Donc ça, c'est vraiment un film super. Voilà. Donc moi, j'en ai fini avec ces explications. Donc, Good. j'y réponds avec plaisir. J'espère que vous avez pris des notes parce que, wow, merci Julien. J'ai vraiment aimé comment tu as structuré le tout aussi parce que comprendre justement, OK, une émotion, mais justement, qu'est-ce que ça cache comme besoin? Je n'avais jamais, même moi, pensé à ça de cette façon-là. Donc, juste de se poser la question, OK, je suis vraiment en colère en ce moment parce que des fois, c'est comme pourquoi je suis en colère ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus être en colère? Puis on veut se sortir de cette colère-là rapidement. Mais de rajouter cette question-là, c'est quelque chose que moi, je prends comme outil, tu sais, comme c'est quoi le besoin qui n'est pas là, ou qui n'est pas satisfait en ce moment. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi ton analogie de l'enfant, qu'on accumule, on accumule. Moi, c'est quelque chose que j'ai certainement fait à plusieurs reprises, surtout dans les 25 premières années de ma vie. Ça fait pas longtemps que, même si c'est encore un work in progress, comme on dit, que je vis mes émotions quand ils apparaissent. D'accumuler, puis à un moment donné, c'est ça, c'est l'enfant qui fait sa crise, comme on a dit comme métaphore, mais j'ai vraiment aimé cette image-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, c'est ça, vous me connaissez, moi, j'aime toujours donner des trucs vraiment pratico-pratiques parce que c'est beau de comprendre la théorie, mais si tu n'as même pas un petit 5 minutes par jour que tu t'arrêtes et tu te questionnes sur comment tu te sens, qu'est-ce que je ressens physiquement, le mal de tête va arriver, le mal à l'estomac, les problèmes de digestion, les résultats un peu physiques de tout ça. Fait que juste de prendre ce temps-là pour s'arrêter puis se questionner comment je me sens, c'est quoi mes émotions que je vis, qu'est-ce qui est présent, je trouve ça super intéressant. Fait que noter, c'est ça, ces pratiques-là, ces stratégies-là. Puis, comme à chaque chose qu'on coach, à chaque jeudi, dans chaque conversation awesome, c'est d'y aller progressivement, tu sais. C'est ça. Juste avec les exemples que tu as donnés, il y a tellement de choses qui sont reliées à moi, ce que je coach. Fait que je trouve ça intéressant que ça revienne full circle parce que c'est vraiment relié. Puis, fait que voilà, merci. Il n'y a pas d'autres questions en ce moment, mais gênez-vous pas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent aujourd'hui après avoir écouté la conversation, mettez-les dans les commentaires. On va y revenir. Julien, je t'ai tagué sur le post. Tu pourras venir répondre directement ou je t'enverrai les questions. J'ai aussi mis dans la description du live quelques liens que Julien était super généreux de nous offrir. Donc, méditation guidée. Il y a un lien aussi si vous avez apprécié la conversation d'aujourd'hui,
d'aller lui laisser une évaluation sur Google Maps, comme pour ça aide Julien dans son référencement. Et il nous a aussi partagé des exercices de respiration, hypnose au niveau de l'anxiété. Il y a une formation en ligne. Fait que tous les liens sont directement sur le post. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire vraiment plaisir. Je vous invite à suivre Julien aussi. Tu m'as fait penser quand tu parlais de le mouvement et l'activité physique pour les émotions. Ça m'a fait penser à la vidéo que tu avais mis de TikTok, que tu m'as bougé là, vraiment intensément pour libérer ton anxiété. Mais c'est ça, c'est 5, 10, 15 secondes. Ça fait vraiment du bien. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mis dans les activités, mais typiquement, la musique, il n'y a rien de mieux qu'une musique pour changer d'état émotionnel. Ouais. Vous écoutez une musique hyper énergique qui vous motive, vous allez vous sentir hyper bien. Derrière, vous avez une musique qui vous déprime, que vous avez écoutée à votre dernier enterrement. Puis, donc, c'est sûr. La musique aussi à fond et le mouvement, c'est vrai que ça, c'est… C'est ça. Donc, Julien a beaucoup de petites capsules, des petites vidéos, du contenu vraiment intéressant sur ses réseaux sociaux. C'est ça. Julien, c'est le psychologue qui danse à fond. Puis, donc, c'est super, toujours dynamique, intéressant à suivre. Donc, voilà, ça fait le tour. Julien, avais-tu quelque chose à dire en conclusion avant que je ferme le live sur Facebook? Non, c'est ça. N'hésitez pas avec vos questions. Je réponds toujours avec plaisir. Et puis, justement, les liens. Alors, si vous voulez laisser une évaluation sur mon compte Google Maps, moi, ça m'aide énormément. Puis après, je vous ai mis justement, il y a des références pour des choses payantes et d'autres qui sont gratuites. Donc, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et puis, voilà, je suis à dispo s'il y a des questions ou autres. C'est toujours avec plaisir. Génial! Super. Merci, Julien. Je vais fermer ça.